28 janvier 2013, 4 heures du matin, temps universel. 5 appareils de transport tactique de l'armée de l'air française volent en formation serrée au-dessus du Sahara malien. 3 Transal C-160 et 2 Hercule C-130. Décollés 1h30 plus tôt de la base d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Altitude de croisière, 3500 mètres. Cap direct sur Tombouctou. À bord, 250 hommes en tenue de combat, sanglés dans leurs harnais de saut. 200 légionnaires du 2e régiment étranger de parachutistes, 50 sapeurs du 17e régiment du génie parachutiste. Objectif: verrouiller la sortie nord de Tombouctou dans le désert, empêcher la fuite des combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique vers le Sahara algérien. C'est le premier saut opérationnel de combat de l'armée française depuis 1978. Kolwezi. 35 ans de silence dans les airs. En dessous, Tombouctou. 330 000 habitants avant la crise, fondée au XIIe siècle par les Touaregs, devenu au XVe siècle le centre intellectuel islamique de l'Afrique de l'Ouest. 3 grandes mosquées classées au patrimoine mondial de l'humanité. Djingar-Hébert, Sidi Yahya, Sankoré, 16 mausolées de saints soufis, également classés. 300 000 manuscrits médiévaux arabes conservés dans des bibliothèques privées et à l'Institut Ahmed Baba. Un patrimoine culturel comparable en importance à celui de Rome ou de Bagdad. Depuis 10 mois, cette ville est aux mains de djihadistes qui la considèrent comme un objectif idéologique à détruire. L'occupation a commencé au printemps 2012. En janvier, un soulèvement touareg dirigé par le Mouvement national de libération de l'Azawad MNLA prend le contrôle du nord du Mali. Le 1er avril, les Touaregs entrent dans Tombouctou, mais 2 mouvements islamistes armés opèrent en parallèle. Ansar Dine, dirigé par Iyad Ag Ghali, ancien diplomate touareg reconverti au salafisme. Al-Qaïda au Maghreb islamique, commandé alors par Abdelmalek Droukdel depuis les montagnes algériennes. En moins de 3 mois, ces 2 groupes chassent le MNLA de Tombouctou. En juin 2012, Ansar Dine et AQMI contrôlent seuls la ville. La charia islamique est imposée le lendemain. L'application est brutale et systématique. Les femmes doivent porter le voile intégral sous peine de fouet. La musique est interdite. Les postes de radio sont détruits publiquement. Les cigarettes sont interdites. Les mariages sont annulés puis reconstitués selon le rite salafiste. La consommation d'alcool entraîne 50 coups de fouet. Le vol entraîne l'amputation de la main. L'adultère entraîne la lapidation. Le tribunal charia siège dans l'ancien palais du gouverneur français, construit en 1918. Il prononce plus de 200 peines corporelles publiques entre juin et décembre 2012. La population de Tombouctou passe de 330 000 habitants à moins de 50 000. Les autres ont fui vers Mopti, Bamako ou vers les camps de réfugiés en Mauritanie. Le 9 mai 2012, Ansar Dine s'attaque au mausolée de Saint Soufi. Objectif idéologique, les salafistes considèrent la vénération des saints comme une hérésie. Les hommes armés utilisent des pioches, des ciseaux, des barres de fer. Le premier mausolée détruit est celui de Sidi Mahmoud, saint patron de Tombouctou, construit au XIVe siècle. En 3 mois, 14 des 16 mausolées classés sont rasés. Les vidéos de la destruction circulent sur Internet. La communauté internationale s'indigne. L'UNESCO classe Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial en péril le 28 juin 2012. La Cour pénale internationale ouvre une enquête pour destruction de patrimoine culturel comme crime de guerre. Face à la destruction, une résistance silencieuse s'organise à Tombouctou. Les gardiens des bibliothèques familiales, les imams des mosquées, les universitaires exilés de l'université d'Ahmed Baba coordonnent une opération clandestine. Objectif: sauver les manuscrits. 300 000 documents médiévaux, certains datant du XIIe siècle, en péril de disparition permanente. Le maître d'œuvre est un homme du nom d'Abdelkader Haïdara, gardien de la bibliothèque Mama Haïdara. Il achète discrètement des sacs de riz vides, des caisses de savon vides, des fûts de métal. Nuit après nuit, les manuscrits sont transférés dans ces contenants et acheminés hors de la ville, par convoi de pinasses sur le Niger, vers Bamako. En 6 mois, Haïdara et son réseau évacuent environ 300 000 manuscrits sur les 500 000 estimés. C'est la plus grande opération de sauvetage de patrimoine écrit de l'histoire récente. Les djihadistes ne s'en aperçoivent pas. En janvier 2013, la situation militaire bascule. Les groupes islamistes armés, forts de leur contrôle du nord, décident d'avancer vers le sud. Objectif: Bamako.
Ils prennent Konna, ville stratégique à 600 km de la capitale malienne, le 9 janvier. Le gouvernement de transition malienne, dirigé par le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, est en état d'alerte. Le 10 janvier au soir, Diarra téléphone au président François Hollande à l'Élysée. Il demande une intervention militaire française immédiate. Sans intervention, Bamako tombera dans les jours suivants. Hollande consulte le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et le chef d'état-major des armées, l'amiral Édouard Guillot. Décision unanime. La France doit intervenir. Le 11 janvier 2013 à 16h, François Hollande annonce depuis l'Élysée le déclenchement de l'opération Serval. Nom de code choisi en référence à un félin africain. Doctrine. Frapper vite, frapper fort, ne pas s'installer. Les premières frappes ont lieu la nuit même. Des Mirage 2000 quittent la base aérienne de N'Djamena au Tchad. Des Rafales décollent de la base 104 à Saint-Dizier, en métropole, ravitaillés en vol par des C-135 américains. Ils bombardent les positions islamistes autour de Konna, Sévaré, Douentza. En 48 heures, l'avancée islamiste vers Bamako est stoppée net. Le convoi de véhicules techniques Toyota qui filait vers la capitale malienne est réduit à des carcasses fumantes. Sur le terrain, l'armée française mobilise le groupement tactique interarmes Serval. Environ 1500 soldats en première vague, bientôt portés à 4000 au sommet de l'opération. Point d'appui principal, la base aérienne de N'Djamena au Tchad à 1500 km de la ligne de front. Point d'appui secondaire, l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Les blindés AMX-10RC, les VAB, les VBCI arrivent par transport aérien stratégique via des Antonov 124 affrétés. Le rythme d'acheminement est 300 tonnes de matériel par jour. C'est le déploiement le plus rapide de l'armée française depuis l'opération turquoise au Rwanda en 1994. Le 15 janvier, les forces terrestres françaises reprennent Konna. Le 18 janvier, elles avancent vers Diabali. Le 21, elles y sont. La population accueille les Français en dansant. Des enfants brûlent les drapeaux noirs d'AQMI et hissent le drapeau tricolore français à côté du drapeau malien. Les images font le tour du monde. La communauté internationale hésitait sur l'intervention. La population malienne la valide. En France, l'opinion publique bascule en faveur de Serval. Les critiques socialistes de l'usage militaire, actives à gauche du Parti socialiste, se taisent. Hollande obtient un soutien parlementaire quasi unanime. Le 25 janvier, la colonne blindée française arrive à Gao. La ville est prise après un bref combat le 26 janvier. Le commandement des opérations spéciales COS mène l'assaut sur l'aéroport de Gao la nuit précédente. Des opérateurs du commando parachutiste de l'air numéro 10, CPA-10, sautent au-dessus de la piste dans une action nocturne. Ils sécurisent le tarmac. Les Antonov militaires français peuvent atterrir dans les heures qui suivent, livrant renforts et blindés directement à Gao. Le stratège opérationnel Serval, le général Bernard Barrera, prend une décision. Tombouctou est le prochain objectif. Mais on ne fera pas la même chose deux fois. AQMI aura appris de Gao. À Tombouctou, les djihadistes ont effectivement appris. Ils savent que le tarmac de l'aéroport est un point d'appui stratégique pour les Français. Ils décident donc de le rendre inutilisable. Dans la nuit du 25 au 26 janvier, des équipes de sapeurs d'AQMI creusent des trous dans la piste principale de l'aéroport de Tombouctou et y placent des charges explosives. Le 26 au matin, les explosions retentissent. 6 cratères profonds de 2 mètres perforent à la piste. Tout atterrissage est désormais impossible sans réparation. Simultanément, une équipe d'Ansardine met le feu à l'Institut Ahmed Baba, principale bibliothèque publique de Tombouctou. Environ 4000 manuscrits médiévaux sont détruits ce jour-là. Le personnel de l'Institut est prévenu. Il transporte à la hâte les 10 000 manuscrits restants vers une pièce souterraine scellée. Ces 10 000 sont sauvés. Le 27 janvier au matin, la colonne blindée française du général Barrera atteint la périphérie de Tombouctou. À l'approche, les djihadistes ont fui vers le nord la veille au soir. Les habitants sortent des maisons. Ils accueillent les Français comme les libérateurs des mausolées. Aucun combat n'a lieu dans la ville même. Le tarmac de l'aéroport est pris sans un coup de feu, mais il est inutilisable. Les cratères d'AQMI l'ont neutralisé. Les Français ne peuvent pas y faire atterrir leurs avions de transport. Ils ne peuvent pas y débarquer de renforts par les airs. Or, une force de djihadistes en retraite est signalée par les moyens de reconnaissance français. Environ 200 combattants avec des véhicules techniques
filant droit vers le nord dans le désert, vers l'Algérie, vers la frontière libyenne, vers les sanctuaires du Sahara. Si cette force s'échappe, elle se reconstituera dans le désert et reviendra attaquer Tombouctou dans les mois suivants. La décision doit se prendre dans la journée du 27. Le général Barrera, à N'Djamena, consulte le chef d'état-major des armées à Paris. La solution est unique, un saut opérationnel. Verrouiller la route du nord de Tombouctou par un largage aéroporté. 5 appareils de transport tirés depuis Abidjan. 250 hommes. Objectif : bloquer la sortie de la ville avant que les fugitifs d'AQMI ne s'enfuient. Le régiment désigné est le 2e régiment étranger de parachutistes, le régiment le plus expérimenté de la Légion, le régiment qui a sauté sur Kolwezi en 1978, le régiment qui a repris l'Oyada en 1976, le régiment qui, depuis 35 ans, n'a plus eu l'occasion de sauter en opération réelle de combat. Le colonel commandant le 2e régiment étranger de parachutistes en janvier 2013 est un officier de terrain, sorti du rang, ancien sous-officier de la Légion devenu officier. Il transmet l'ordre à sa compagnie de commandement et d'appui. 300 hommes convoqués sur le tarmac d'Abidjan avant l'aube du 28. Les hommes chargent leurs équipements. Ils vérifient une dernière fois leur parachute EPI, le modèle standard des parachutistes français depuis les années 2000. Ils vérifient leur FAMAS G2, calibre 5,56 mm. Ils vérifient leur ceinture de munitions, leur eau, leur ration. La température au sol à Abidjan à 3 h du matin est de 28 degrés. Ils prendront 35 degrés en descente sous parachute. Les 5 appareils décollent d'Abidjan à 3 h du matin, temps universel. 3 Transal C-160 et 2 Hercule C-130. Distance à parcourir, 1700 km. Cap nord-nord-est, 2 ravitaillements en vol prévus. À bord de chaque appareil, 50 hommes en position de largage. Les officiers passent dans l'allée centrale et donnent les dernières consignes. Zone de largage à 5 km au nord de Tombouctou, altitude de saut 200 mètres au-dessus du sol. C'est très bas. C'est le seuil minimal pour un parachute EPI. Le choix est calculé pour réduire au minimum le temps de descente sous le feu potentiel des djihadistes en fuite. À 4 h 55 du matin, temps universel, les appareils passent au-dessus du désert. Ils sont à un quart d'heure de la zone de largage. Le commandant de bord de l'appareil de tête ouvre la trappe arrière. Le vent chaud du Sahara pénètre à l'intérieur. Le hurlement des moteurs augmente. Les hommes se lèvent. Ils s'attachent à la ligne statique, ce câble qui déclenche automatiquement l'ouverture du parachute 15 mètres après la sortie de l'appareil. 5 h 10. Le feu vert clignote au-dessus de la porte. L'officier largueur crie l'ordre en français. Sautez. Le 1er légionnaire s'élance. Le 2e. Le 3e. En 30 secondes, 50 hommes ont quitté chaque appareil. La descente sous parachute dure environ 15 secondes. Les corps se stabilisent. L'étoile se déploie dans le ciel encore nocturne. À 200 mètres, la vitesse d'ouverture est violente. Chaque légionnaire ressent le coup de fouet à l'aine et aux épaules. 3 secondes plus tard, il regarde vers le bas. Le sol se rapproche vite. Sable, buissons épineux, quelques rochers. Il fléchit ses jambes, se prépare à l'impact. Choc. Roulé de côté classique. Puis on se relève, on ramasse son parachute, on rejoint son section leader. Aucun djihadiste ne tire. Le silence. Puis les crissements des équipements, les ordres des sous-officiers, la mise en place des périmètres de sécurité. En 21 minutes, 250 hommes du 2e régiment étranger de parachutistes et du 17e régiment du génie parachutiste sont au sol dans le désert au nord de Tombouctou. Aucun blessé, aucun mort, aucun tir ennemi. Les djihadistes qui fuyaient vers le nord se sont dispersés à l'approche des Français. Certains sont capturés dans les buissons. La majorité s'est enfouie dans le sable ou a jeté ses armes. La colonne motorisée d'AQMI qu'ils cherchaient à bloquer n'existe pas. Elle a été repérée trop tard par la reconnaissance française. Elle a atteint la frontière algérienne au moment où le saut commençait. Le saut opérationnel de Tombouctou est cependant historiquement décisif. C'est le premier saut de combat de l'armée française depuis Kolwezi en mai 1978. 35 ans. Une génération entière de légionnaires est passée sans avoir eu à sauter en opération réelle.
La doctrine parachutiste française, considérée comme datée, est validée en une opération. Le 2e régiment étranger de parachutistes réintègre le patrimoine opérationnel français au même titre qu'à Kolwezi. Les critiques budgétaires, qui remettaient en cause l'utilité des unités parachutistes dans une armée moderne, se taisent pour plusieurs années. La brigade parachutiste française préserve son financement au moment où l'Allemagne dissout la sienne. Les sapeurs du 17e régiment du génie parachutiste, sitôt arrivés au sol, s'attellent à leur mission, réparer la piste de l'aéroport. Ils ont apporté avec eux, largués séparément dans des containers, 2 bulldozers légers, du ciment à prise rapide, des matériaux de remblai. En 24 heures, les 6 cratères d'AQMI sont comblés et une piste utilisable de 1400 mètres est reconstituée. Le lendemain, les Transals reviennent atterrir directement à Tombouctou. Ils apportent des renforts, des vivres, du carburant. La logistique française est désormais opérationnelle depuis l'aéroport de Tombouctou. La ville peut être tenue durablement. Dans les jours qui suivent, les habitants de Tombouctou fêtent la libération. Le président malien par intérim, Dioncounda Traoré, et le président français François Hollande visitent la ville le 2 février 2013. Hollande y prononce un discours resté célèbre. Le 3 février, à la mosquée Djingar-Hébert, l'imam de Tombouctou remet symboliquement à Hollande un manuscrit ancien du XIIIe siècle, sauvé par les gardiens locaux. Hollande, ému, promet une aide française à la reconstruction des mausolées détruits. La promesse sera tenue. L'UNESCO, avec le soutien financier français, reconstruira 14 des 16 mausolées entre 2015 et 2016. Les manuscrits sauvés par Abdelkader Haïdara arrivent à Bamako en avril 2013. 300 000 documents entreposés dans une centaine de maisons privées de la capitale malienne sont progressivement inventoriés par une équipe internationale. Il faudra 10 ans pour compléter le catalogage. En 2017, 50 000 manuscrits ont été numérisés et sont désormais consultables en ligne. La bibliothèque numérique manuscrit de Tombouctou, financée par l'Union européenne, la Norvège et la Fondation Ford, préserve le patrimoine écrit de Tombouctou pour les siècles à venir. Sans les Français à Serval, ce patrimoine aurait été brûlé en totalité entre janvier et février 2013. Chaque djihadiste en fuite emportait des allumettes. L'opération Serval elle-même se poursuit après Tombouctou. Les Français avancent vers le nord, vers Kidal, la dernière grande ville malienne encore aux mains d'islamistes. Les combats des Ifoga en mars 2013 dans les montagnes du massif de l'Adrar sont les plus difficiles de l'opération. 11 soldats français sont tués. Environ 600 combattants djihadistes sont éliminés. Le sanctuaire d'AQMI dans les montagnes maliennes est nettoyé. En juillet 2013, l'opération Serval est officiellement terminée. Elle a duré 6 mois. Elle a réussi tous ses objectifs. Elle a coûté à la France 10 soldats tués, 650 millions d'euros de coûts directs et le respect renouvelé de 10 pays africains. Le 2e régiment étranger de parachutistes rentre à Calvi en Corse à l'été 2013. Le colonel commandant est promu général. Le sceau de Tombouctou entre dans le patrimoine du régiment à côté de Cameroun, de Loyada, de Kolwezi. Le musée de la Légion à Aubagne consacre en 2018 une vitrine spéciale au sceau du 28 janvier. Elle contient un parachute EPI d'origine, une carte des zones de largage, une photographie prise depuis l'un des Transals pendant le saut et un fragment du sol de Tombouctou récupéré au retour par un légionnaire. Chaque nouvelle recrue du 2e régiment étranger de parachutistes visite cette vitrine pendant sa formation. Elle voit la continuité opérationnelle. Elle comprend que le saut n'est pas un exercice folklorique. C'est une doctrine française toujours applicable. L'opération Serval est étudiée aujourd'hui dans les académies militaires occidentales comme un cas d'école. Vitesse d'engagement, économie de moyens, atteinte des objectifs politiques, retrait organisé. Le général américain Carter Ham, ancien commandant d'Africom, déclare en 2015 « La France a fait au Mali en 6 mois ce que les États-Unis n'auraient ni pas su faire en 6 ans. Le budget consacré est 30 fois inférieur à celui de l'opération américaine Enduring Freedom en Afghanistan pour un même effet politique et militaire. Serval devient la référence des interventions expéditionnaires légères. L'école militaire de Coët-Quiddan intègre l'opération dans son cursus de première année. La doctrine parachutiste française est validée pour au moins 20 ans. Le sort ultérieur du Mali est cependant plus sombre. En 2014, l'opération Serval devient l'opération Barkhane, engagement à durée indéterminée dans tout le Sahel. Elle dure jusqu'en novembre 2022.
Elle coûtera à la France 59 soldats tués et une inflexion diplomatique majeure. En 2022, la junte militaire malienne dirigée par Assimi Goïta rompt avec la France et fait appel au groupe paramilitaire russe Wagner. Les Français quittent le Mali en août 2022. Tombouctou est aujourd'hui de nouveau sous la pression djihadiste. Les manuscrits sauvés en 2013 sont toujours à Bamako. Ils y resteront tant que la sécurité de Tombouctou n'est pas garantie. Ils sont l'unique héritage encore intact de l'intervention française au Mali. À Tombouctou, aujourd'hui, aucune plaque ne commémore le saut du 28 janvier 2013. Les autorités maliennes actuelles ne le mentionnent plus. Les djihadistes qui reprennent progressivement du terrain autour de Tombouctou n'accepteraient pas une telle commémoration. Mais dans les mémoires des habitants, le 28 janvier reste une date claire, le jour où les Français ont sauté du ciel pour empêcher la fuite des destructeurs de mausolées, le jour où la piste de leur aéroport a été réparée par des sapeurs blancs en une nuit, le jour où la ville a cessé d'être condamnée à disparaître culturellement. Ces mémoires sont conservées oralement, transmises aux jeunes générations, chuchotées dans les cours de mosquées. Au dépôt central du 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi, dans les archives du régiment, existe un registre spécial. Il liste chaque saut opérationnel de combat effectué par la Légion depuis 1940. Dien Bien Phu en 1954, Kolwezi en 1978, puis rien pendant 35 ans, puis Tombouctou en 2013, puis le silence de nouveau. 3 entrées en 73 ans. 3 moments où l'armée française a jugé qu'aucune autre unité, aucune autre méthode ne pouvait accomplir la mission. La Légion parachutiste comme dernière option opérationnelle stratégique. C'est ce que reste le 2e régiment étranger de parachutistes dans la doctrine française contemporaine. Un instrument rare, réservé aux situations où rien d'autre ne fonctionnera. Le président François Hollande a inauguré en 2018, à l'École militaire de Paris, une plaque dédiée à l'opération Serval. Sur cette plaque, une phrase résume l'opération. La France est intervenue au Mali quand elle a été appelée par le Mali. Elle est intervenue vite, elle a atteint ses objectifs, elle est repartie. Le saut opérationnel de Tombouctou du 28 janvier 2013 incarne ces 3 vertus dans la même journée. 250 légionnaires largués à 3500 km de leur garnison de Calvi. 21 minutes de descente pour verrouiller une route dans le désert. 24 heures de génie pour réparer une piste sabotée. Doctrine simple, exécution technique, résultat politique. C'est ce que fait la France quand elle décide de faire. Depuis Tombouctou, la brigade parachutiste française a mené d'autres opérations, moins visibles. Elle a été impliquée dans les combats des Ifoghas 3 mois plus tard, sans nouveau saut. Elle a fourni des équipes aux opérations Barkhane. Elle a préparé des interventions en Centrafrique, en Libye, au Levant. Mais elle n'a pas sauté en combat réel depuis Tombouctou. Le prochain saut viendra. Quand il viendra, l'armée française saura pourquoi il aura été décidé. Il aura été décidé parce que rien d'autre ne peut plus fonctionner. Comme à Kolwezi en 1978, comme à Tombouctou en 2013, la ligne statique attendra son ordre. Elle est toujours en place à Calvi. Elle est prête à claquer.